sont les opportunités de croissance à prix raisonnable françaises en ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères de notre screener. Alors, on se met sur les cotations principales d'entreprises françaises qui se négocient en France. On enlève les industries que j'évite habituellement, c'est-à-dire tout ce qui est immobilier, banque, assurance, les biotech, les pharma, l'automobile et équipementier auto. 500 millions d'euros de market cap minimum pour conserver les dossiers liquides. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 7% minimum et de 10% sur la dernière année pour avoir des entreprises qui ont un momentum de croissance en accélération. On veut quand même des entreprises qui sont rentables, rendement des capitaux investis à 7%, un endettement maximum de 3 fois l'EBITDA pour éviter les dossiers trop fragiles, 12 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc au-dessus de 12 fois, pour moi, ça commence à être cher. 12 fois, c'est en dessous, c'est raisonnable. Et puis après, si on a 7, c'est value pour moi. Et une croissance des free cash flow en rythme annualisé sur 5 ans de 10%. On y va. Alors, on va passer en revue les colonnes de la liste. J'enlève ce qui est superflu. Hop. Voilà. Alors, on va avoir le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, parce qu'on n'a pas en euros dans cet écran, malheureusement. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court free cash flow, le rendement des capitaux investis, qui est la rentabilité plutôt opérationnelle. Donc, on n'est pas biaisé par la dette. Ici, justement, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. Payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes. Il faut se rappeler que les dividendes sont payés par les free cash flow. Donc, pour que ce payout ratio ait un sens, il faut que les free cash flow soient supérieurs ou égaux au bénéfice net. Première entreprise de la liste, on est sur SPI. Donc, SPI, c'est plutôt du commercial services, c'est-à-dire le service aux entreprises. Donc, ils font pas mal gestion de la climatisation, gestion du réseau électrique dans l'entreprise. Ils sont assez diversifiés. Donc, c'est une grosse mid-cap. On peut dire que ça commence à être une large cap. On a quand même 7,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ils font des acquisitions, ils font des croissances externes également. Donc, dans ce scanner, il faut se rappeler que j'ai pas moyen, avec Coffin, de filtrer pour ne prendre que la croissance organique. Donc, ici, ça va être croissance globale, donc croissance organique plus croissance externe. Les multiples sont raisonnables, on va dire. On est à 11 en VE sur EBITDA, 11 en price free cash flow. Attention qu'il y a peut-être un problème temporaire sur les bénéfices. Ils ont dû avoir une dépense non cash importante, une dépréciation de l'exceptionnel, parce que les free cash flow sont presque 2,5 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça, au final, ça nous dit que l'entreprise n'est pas très chèrement valorisée par rapport à ses multiples. On est raisonnablement valorisé sur SPI, c'est pas mal. On a quasiment 10% de rendement des capitaux investis, donc une bonne rentabilité. 1,5 fois l'EBITDA en dette nette. Donc, on est sur une entreprise qui n'est pas trop leveragée, pas trop de dette au bilan, c'est raisonnable à ce niveau. 2,1% du dividende soutenable avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, SPI, c'est un bon petit dossier de croissance. Maintenant, c'est de la croissance externe aussi. Il faut bien l'avoir, en tenir compte. Et qui dit croissance externe dit de moyens pour financer la croissance. Soit on va faire appel aux actionnaires pour faire des augmentations de capital et racheter des cibles, soit on va s'endetter en fonction de ce qui est le moins cher. Si l'entreprise est par exemple chèrement valorisée, il est préférable pour elle de faire des augmentations de capital pour faire des acquisitions. Au contraire, si c'est pas, ça peut être plus intéressant de s'endetter pour faire des acquisitions. Tout ça pour dire que la dette peut monter sur ce dossier et en général, elle monte quand ils font des acquisitions. Voilà, un bon petit dossier, je pense à creuser plus en détail. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un zoom sur SPI, je suis pas sûr d'avoir déjà fait un zoom là-dessus. Allez, ensuite on est sur Edenred, donc le spécialiste de l'avantage salarié, les tickets restaurants. Pour moi, c'est un métier qui est dangereux parce que c'est complètement artificiel et régulé. C'est-à-dire que ce sont les partenaires sociaux et l'État qui se mettent d'accord avec les entreprises pour forcer les entreprises et en fait, in fine, les salariés à cotiser, à mettre de l'argent de côté pour pouvoir ensuite se payer les repas avec les tickets au restaurant. Donc ça peut complètement changer, c'est complètement régulé. Donc ceci étant dit, on est sur 7 milliards de dollars de market cap, une grosse mid-cap, 11% de croissance des chiffres d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a de la bonne croissance là-dessus. On est à 9 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça se paye pas si cher, 15 en ratio court-bénéfice et 9 en price to free cash flow. À mon avis, il vaut mieux regarder le free cash flow par rapport au bénéfice net. Je pense que structurellement, l'entreprise dégage du free cash flow par rapport au bénéfice. Elle n'a pas besoin de réinjecter du cash pour développer la croissance.
développer l'activité. Donc ça donne évidemment des excédents de cash qu'on va pouvoir rendre aux actionnaires. Donc tout ça pour dire que le price to free cash flow est plus pertinent que le price earning, à mon avis. C'est pas très chèrement valorisé, c'est raisonnable en termes de valorisation. On est sur 13% de rendement des capitaux investis, donc c'est une bonne rentabilité. D'un côté, c'est facile, puisqu'il n'y a rien à engager comme capital. On nous fournit de l'argent, on n'a plus qu'à faire travailler cet argent, et après rendre l'argent aux salariés quand ils en ont besoin. Mais dans ce décalage de temps, on se fait des intérêts, évidemment. 1,6 fois l'EBITDA en dette nette. Pourquoi ils sont endettés? À mon avis, pour faire des acquisitions. Sinon, je vois pas de raison de s'endetter, parce qu'on n'a pas besoin, on est BFR négatif sur ce genre d'entreprise. Donc on n'a pas besoin de s'endetter pour développer la croissance. 4,6% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. Payout ratio à 50%, et en fait, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable. Bon, et dans la aide, voilà, je vous ai mis mes points de doute en évidence. À vous de choisir maintenant. FDJ, eh ben, finalement, c'est aussi de la croissance, FDJ. Donc on est sur 6,6 milliards de dollars de market cap, allez, 7 milliards, grosse mid-cap. 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est fort, mais il y a beaucoup d'acquisitions en fait sur ce dossier. Maintenant, c'est la croissance externe qui font. On est à 11 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 16 en ratio coût-bénéfice, 15 en ratio coût free cash flow. Ça commence, c'est raisonnable, ça reste raisonnable comme valorisation. 12% de rendement des capitaux investis, ça c'est bien comme rentabilité. Là encore, c'est pas intensif en capital comme activité, puisque c'est l'activité régulée, ça aussi il faut le mettre en évidence, et l'activité régulée avec l'état au capital, donc attention sur ce dossier. Donc sur cette activité-là, on a un monopole et en fait, on n'a pas besoin d'engager beaucoup de capital, puisqu'il suffit de gérer. C'est de l'IT en réalité, c'est de l'IT, quoi, tout simplement. 2 fois l'EBITDA en dette nette, donc attention qu'il y a un peu de dette, mais ils ont fait une acquisition récemment. Donc ça fait monter la dette à chaque fois qu'on fait des acquisitions. 6,7% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. Attention au payout ratio, même en termes de free cash flow, on est quand même à 75%. C'est un peu élevé, donc le dividende ne va pas forcément augmenter beaucoup plus que ça. Après, il est intéressant à ce niveau. Donc là, il y a de la croissance, une valorisation qui est raisonnable, du dividende, une bonne rentabilité, un petit peu de dette. Après, c'est un marché régulé avec l'état au capital. Téléperformance. Bon, vous allez vous moquer de moi. Pourquoi est-ce que Téléperformance apparaît dans ce screener? C'est plus une boîte de croissance. En réalité, si on regarde sur la croissance, donc si on prend en compte la croissance externe, évidemment que c'est une boîte de croissance, puisqu'ils ont fait une énorme acquisition avec Majorel en 2023, si je ne me trompe pas sur la date. Donc forcément, ça fait de la croissance, et ils font régulièrement des acquisitions pour stimuler la croissance. La croissance organique en pro forma, comme on dit, elle est prévue entre 2 et 4% sur le plan stratégique qui a été communiqué lors des Capital Market Days. J'ai fait la couverture de ces Capital Market Days sur la chaîne, vous pourrez retrouver la vidéo. Donc on est sur 6 milliards de dollars de market cap. Ah oui, je rajoute que je suis actionnaire de Téléperformance et que je la couvre en long, en large et en travers sur la chaîne également, donc vous pouvez aller creuser de ce côté-là. 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc principalement la croissance externe. Il faut aussi se souvenir que dans les 5 ans qui sont couverts ici, on a la période exceptionnelle 2020-2021 où ils ont eu d'énormes contrats avec les gouvernements pour gérer les call centers spécifiques à la pandémie. Donc on est sur 6 en valeur entreprise sur EBITDA, c'est pas cher payé, 11 en ratio coût-bénéfice, 4 en ratio coût free cash flow. C'est franchement pas très cher quand même. On est sur une rentabilité qui est convenable, 8% de rendement des capitaux investis. C'est pas exceptionnel, c'est un métier qui est modérément intensif en capital, donc c'est pas exceptionnel non plus comme rentabilité. 2% de 2 fois les l'EBITDA en dette nette, pardon. Donc il y a un petit peu de dette, ils sont engagés à la baisser, mais la tête elle monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions, et ils sont obligés de faire des acquisitions pour faire de la croissance. On est à 4,8% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau, et le dividende est complètement soutenable dans les free cash flow au triple des bénéfices nets. Donc c'est une machine à cash, Téléperformance. Maintenant, la croissance organique n'est plus au rendez-vous, c'est de la croissance externe. Il faut bien en tenir compte. C'est une action volatile, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde, évidemment. Si vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On va conclure avec Wavestone, donc on est dans les services numériques. Aussi le conseil, plutôt le conseil en organisation, conseil en management, c'est pas du conseil en stratégie, je pense qu'ils en font un petit peu, mais c'est pas leur cœur de métier. 1,7 milliard de dollars de market cap, 17% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc énorme, il y a un fonds de croissance organique chez Wavestone, mais il y a également des acquisitions. Dans les USN, de toute façon, pour croître, il faut racheter des cabinets, des sociétés de services à droite à gauche, et les consolider pour avoir une croissance assez importante. 12 fois la valeur entreprise sur EBITDA, c'est raisonnable à ce niveau. On est à 20 en ratio coût-bénéfice, 18 en ratio coût free cash flow. C'est plutôt une activité qui dégage des free cash flow, vu qu'on va faire plutôt de la croissance externe. Donc les free cash flow, la dépense en capital ne va pas forcément être très élevée. C'est pas intensif en capital du tout, ce genre d'activité. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux considérer les free cash flow, à mon avis. Ça commence à être un petit peu cher, on va pas se mentir quand même, mais ça reste
pas trop cher non plus quand on compare des large caps dans le domaine, quand on compare à du Capgemini. Alors Capgemini, mauvais exemple. Les ESN en France se traitent à des multiples assez bas, ce qui me fait penser d'ailleurs que c'est un secteur d'activité qui est intéressant à l'heure actuelle. Donc si on compare par exemple à du Accenture, ça se paye moins cher. Mais après, Accenture, c'est quand même une boîte américaine, donc les boîtes américaines se payent plus cher. Bref, 12% rendement des capitaux investis, bonne rentabilité opérationnelle, pas de dette au bilan. Ça veut dire que tu es dans la marge de manœuvre pour faire une acquisition dans pas très longtemps, c'est bien. 0,8% de rendement du dividende, on n'est pas sur ce dossier pour le dividende qui est soutenable pour l'instant et qui va monter tranquillement au fil des années, à mon avis. Qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? Moi, je ne peux pas investir dans la société avec l'État au capital, donc ça me laisse 3 sociétés, ça me laisse SPI, ça me laisse Téléperformance et Webstone, 3 dossiers que j'apprécie. Oui, Téléperformance, ça va être plus volatile, hein, c'est plus value du coup. Et à mon avis, il y a plus de potentiel de gain, mais ça vient avec de la volatilité. SPI et Webstone, ce sont des belles entreprises sur de bons segments, ils sont leaders dans leur domaine. Je trouve que c'est tout à fait intéressant à aller creuser. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.